Mais pour le coup, je peux vous confirmer que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est du très lourd. Mais du très 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 lourd, et c'est encore mieux la deuxième fois. Attention, petite parenthèse avant de réellement démarrer la vidéo, toutes les personnes qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas être spoilées de quoi que ce soit, quittez la vidéo. Elle n'est pas faite pour vous, voilà, faut pas rester là. Allez voir le film, puis revenez plus tard. Et pour les autres qui n'ont pas vu le film, mais qui s'en foutent d'être spoilés, parce que ça existe aussi, bienvenue. Et puis les autres qui ont vu le film, bah allez, c'est parti, let's go, on y va. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour reparler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour une sorte de critique 2.0. J'avais déjà fait une première critique sortie il y a quelques jours justement et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est une critique sans et avec spoil. Mais dans cette vidéo, voilà, vu que j'ai eu l'opportunité, enfin j'ai eu la chance de revoir le film une deuxième fois et que j'ai laissé un petit peu de temps justement au film d'évoluer dans ma tête avec beaucoup plus de nuances, ça va me permettre de revenir sur le film justement avec beaucoup plus de recul et de manière plus détaillée et sans partir dans quelque chose de bordélique comme ça a pu l'être justement dans ma première critique. Concernant mon avis du film, mais ça je pense que vous l'avez déjà très bien compris, j'ai adoré le film. J'ai adoré le film et je peux d'ores et déjà justement aujourd'hui affirmer que pour moi c'est le meilleur film du MCU depuis Avengers Endgame. Pour moi c'est le meilleur, c'est mon préféré. Pas que j'ai totalement détesté les autres, au contraire j'ai grandement apprécié le film Eternals et j'ai aussi beaucoup aimé Shang-Chi. Mais pour moi celui-ci, il est au-dessus. Il est au-dessus pour différents points pour moi et justement ce sont des points que je vais énoncer dans cette vidéo. Et j'aimerais commencer par énoncer deux gros points qui m'ont énormément plu justement dans ce film. Le premier, Sam Raimi. Sam Raimi était une de mes grosses attentes du film et j'avais peur justement que Sam Raimi n'ait en fait été choisi par Marvel Studios seulement parce que c'est un nom, seulement parce qu'il fait vendre et qu'il va sûrement attirer des gens en salle, parce que Sam Raimi c'est quand même quelqu'un à Hollywood aujourd'hui et c'est quand même quelqu'un aussi pour le genre des films de super-héros, avec la trilogie Spider-Man bien évidemment, je ne vous la présente plus. Donc j'avais peur que Sam Raimi soit en fait qu'un simple choix pour attirer les gens en salle, et ben c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Sam Raimi a fait un travail exceptionnel pour moi dans ce film. On sent sa personnalité, on sent sa patte. C'est un film de Sam Raimi en tout point et ça se voit, ça se ressent et je suis ravi à ce niveau-là. Enfin, franchement, ça me fait très plaisir. C'est un film qui est audacieux de par la mise en scène de Sam Raimi. C'est un film qui est audacieux aussi parce que c'est sans nul doute pour moi un des films les plus sombres du MCU et ça j'apprécie fortement. C'est aussi un des films les plus violents et ça se voit aussi sur plusieurs scènes, mais on y reviendra plus tard. Ça me fait plaisir parce que justement en vrai ce film représente tout ce qui fait le cinéma de Sam Raimi. Sam Raimi c'est quelqu'un qui aime par exemple énormément faire virevolter sa caméra dans tous les sens et ça on a des choses comme ça dans le film. C'est aussi quelqu'un qui aime choisir des angles de vue assez particuliers et on en a dans le film aussi. Sam Raimi par exemple en termes de narration c'est aussi quelqu'un qui aime énormément utiliser le procédé de la surimpression qui va voilà lors de certaines séquences mettre en avant des images qui vont se superposer les unes aux autres pour raconter quelque chose, illustrer la narration d'un point de vue visuel avec une voix off au-dessus pour raconter ce qui se passe à l'écran et cette surimpression va être utilisée justement pour illustrer visuellement parlant en termes de mise en scène ce qu'il se passe. Donc ça c'est très bien utilisé dans le film aussi. Et puis d'un point de vue de la narration aussi, Sam Raimi c'est quelqu'un qui aime énormément placer ses personnages principaux face à leurs responsabilités. Justement ça, je vais pas m'étaler 130 ans là-dessus. Il y a toute la trilogie Spider-Man qui illustre ce que je dis là. Sam Raimi, voilà, ça se ressent dans le film justement que Stephen Strange, par exemple, soit face à ses responsabilités et soit presque même à se sacrifier à plusieurs moments dans le film, notamment à la fin, par exemple, où il veut utiliser le Darkhold pour faire un rêve passerelle pour sauver la situation. Et à ce moment-là, justement, on va avoir le Strange maléfique qui va lui dire écoute, frérot, le Darkhold, son utilisation n'est pas gratuite, ça a des conséquences. Les Strange n'en démord pas, il veut quand même utiliser le Darkhold, même si ça va quelque part atteindre sa santé ou quoi que ce soit, il est vraiment prêt là-dessus. Ça c'est aussi développé justement dans le film au début, par exemple avec sa relation envers Christine, on voit qu'il est quand même affecté, le fait que lui et Christine ça n'ait pas marché quelque part, et à ce moment-là, au début du film, il lui dit que il a fait ce choix-là pour justement
la protéger quelque part. Et tout à la fin du film, justement, on a cette même discussion entre lui et une Christine d'un autre univers, où il dit justement qu'il l'aime dans tous les univers, mais que c'est pas qu'il ne veut pas ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il a peur. Et enfin voilà, je trouve déjà cette scène elle était très touchante, mais encore une fois on a là un film qui voilà, place ses héros face à leurs responsabilités, et ça c'est quelque chose qui fait très Sam Raimi, tout simplement. Ça c'est vraiment un point que j'ai énormément aimé, tout l'aspect Sam Raimi, on ressent quand même que c'est un film de Sam Raimi totalement, et ça me fait plaisir justement parce que ce film là, et Eternals aussi sorti il y a quelques mois, casse un petit peu le mythe qui considère un petit peu Marvel Studios comme une espèce de croque-mitaine qui dévore la personnalité de leur réalisateur ou de leur réalisatrice. Et pour le coup justement on a la preuve avec Doctor Strange 2 et avec Eternals que ben non, voilà quoi. Alors bien évidemment, chaque personne qui sont justement aux manettes d'un point de vue créatif sur divers projets du MCU, que ce soit film ou série, n'ont pas une liberté créative à 100%, ça c'est une évidence. Et je dirais même que justement le pourcentage de la liberté créative varie selon le projet. Et je pense justement que Chloé Zhao, avec un film comme Eternals, a peut-être plus de liberté que Sam Raimi avec ce film. Pourquoi? Parce que Eternals, c'est un film qui introduit de tout nouveaux personnages. Il y a tout à créer quelque part avec ce film. Et c'est dans ce sens-là où je pense que Chloé Zhao a eu plus de liberté que Sam Raimi. Pourquoi? Parce que Sam Raimi réalise le deuxième opus centré sur Doctor Strange. Il y avait déjà eu un premier film auparavant, donc il y avait déjà eu une certaine introduction du personnage d'un point de vue univers et d'un point de vue caractère quelque part. Et le personnage avait fait plusieurs apparitions ensuite. Donc, mine de rien, Sam Raimi ne pouvait pas faire absolument ce qu'il voulait par peur ou par risque d'être incohérent par rapport à ce qui avait déjà été fait. Mais, mine de rien, il a quand même pu s'exprimer et ça se ressent, ce film transpire la patte de Sam Raimi et moi ça me fait kiffer. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier point sur lequel je voulais vraiment m'attarder. Peut-être même j'ai été trop long à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième point que j'ai énormément aimé, le personnage de Wanda Maximoff et qui est la Scarlet Witch, qui est exceptionnel dans le film, qui est un personnage exceptionnel, qui est sûrement le personnage qui vole la vedette à tout le monde dans le film, vraiment tout le monde. Elizabeth Olsen, quel plaisir de voir tous ces talents d'actrice être mis en œuvre, mis en scène justement dans ce film. Ça avait déjà été le cas avec WandaVision et ça l'est d'autant plus avec Doctor Strange 2, et moi ça fait plaisir justement parce que c'est une actrice qui avait pas forcément eu l'opportunité justement d'exprimer tout son talent envers le personnage de Wanda dans les autres films. Parce que voilà, Avengers 2, Infinity War, Civil War, tout ça, c'était des films où elle n'était pas un personnage principal, c'était un personnage secondaire, donc on pouvait pas vraiment s'attarder sur elle. Et là, WandaVision, Doctor Strange 2, c'est vraiment des projets qui montrent tout son talent à tous les niveaux, et elle a réussi à faire de Wanda, à faire de la Scarlet Witch un des tout meilleurs personnages du MCU. Alors non pas seulement d'un point de vue puissance, parce que déjà d'un point de vue puissance elle est tout en haut, donc ça à la rigueur c'est réglé, mais surtout d'un point de vue écriture et évolution. Pour moi voilà, c'est un personnage exceptionnel, j'adore ce personnage parce que justement on est face à un personnage qui est surpuissant, vraiment surpuissant, mais qui a intérieurement brisé, détruite. Et en plus, elle est consciente dans le film qu'elle est surpuissante, que personne ne peut rien faire contre elle. Elle fait ce qu'elle veut si elle en a envie. Et justement dans le film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle se montre quand même raisonnable. Et raisonnable, c'est un terme qu'elle emploie, justement en envoyant dans un premier temps des démons à America Chavez pour lui piquer ses pouvoirs. Elle ne se déplace pas elle-même. Ensuite, elle met en garde dans un premier temps Doctor Strange en lui disant « Écoute, je vais venir à Camartage, je vais venir prendre America Chavez, vous allez me laisser faire et tout va bien se passer. » Et à ce moment-là, Strange lui dit « Écoute, non cousine, ça va pas se passer comme ça. » Et surtout, en tant que méchante principale, mais elle est totalement crédible de A à Z, du début à la fin. Et c'est même ingénieux d'ailleurs de la part de Marvel Studios d'avoir fait d'elle la méchante principale qui était avant une héroïne du MCU. Et maintenant, bon, elle a changé de bord parce que elle est borderline au possible et ça s'était vu grâce à la série WandaVision et on attendait justement le moment où elle allait péter les plombs. Et c'est fait dans ce film, et c'est fait d'une manière magistrale, mais elle fait du sale à tous les niveaux. Elle fait du sale d'ailleurs, dans un premier temps, en allant à Camartage, elle dégomme tout le monde à elle toute seule, elle dégomme tout le monde, mais ensuite, plus tard dans le film, quand elle affronte les Illuminati, très stylé la révélation des Illuminati, pas de problème.
mais ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes parce qu'ils se font dégommer par la suite. Et en plus, de manière sale. Salement, ils se font dégommer. C'est magnifique. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage de Wanda. Et Elizabeth Olsen est une déesse. C'est une déesse. Elle l'incarne parfaitement. Elle est touchante, charismatique, flippante et dotée d'une puissance rare comme on n'a jamais vu, j'ai l'impression, non seulement dans un film du MCU, mais presque, j'ai envie de dire, dans un film de super-héros. Peut-être. Donc voilà les deux gros points sur lesquels je voulais vraiment m'attarder en priorité au début de cette vidéo. Ensuite, il y a évidemment d'autres points, notamment la durée, enfin le rythme du film. Là, c'est encore une fois la partie un petit peu technique, puisqu'on va parler de montage. 2h06, c'est la durée du film, et on était nombreux et nombreuses, justement, à l'annonce officielle justement de la durée il y a quelques semaines, à grincer des dents un petit peu lors de cette annonce. Pourquoi? Parce qu'on est face à un film qui, selon nous, avait l'air ambitieux, et il l'est de manière générale, mais à l'époque, voilà, enfin à l'époque, ça remonte à quelques semaines à peine, mais on se disait, voilà, un film centré sur Strange, sur Wanda, qui allait parler du multivers, etc., on aurait pu penser justement que le film aurait dû faire une durée de minimum, allez, 2h20, j'ai envie de dire. Et justement, quand on a eu l'annonce, on a un petit peu grincé des dents. Et finalement, bon, je trouve que la durée n'est pas du tout un problème dans le film. On a vraiment un film qui, justement, va droit au but. Il va droit au but. Le rythme est excellemment bien mené pour moi. On ne s'ennuie pas du début à la fin. C'est bien ficelé. Le rythme est effréné. On embarque directement dans cette histoire multiverselle avec voilà, un univers mystique, sorcellerie, tout ça. J'ai adoré. Et ouais, la durée du film, justement, n'est pas du tout un problème. N'est pas du tout un problème. J'ai dit, l'histoire va droit au but. Et moi, ça me fait plaisir. Et quelque part, c'est cool de se dire que justement, on a quand même un film du MCU qui fait 2h06, mais qui est quand même consistant. Et quelque part, c'est bien parce que ça donne tort à toutes les personnes qui croient aujourd'hui qu'un film qui a une grosse durée, c'est gage de qualité. Et alors que c'est pas le cas. Par exemple, on prend The Batman dernièrement, qui dure 3 heures, c'est quand même conséquent. Et j'ai adoré The Batman, il n'y a pas de problème. Mais bon, le film aurait pu être raccourci de 10 à 15 minutes. Ça lui aurait pas fait de mal, tu vois. Ça lui aurait pas fait de mal, et moi j'apprécie le fait que justement on ait un film du MCU très attendu, avec une bonne grosse histoire, mais qui dure finalement que 2h06 parce que voilà, on va droit au but, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas de scènes qui s'étirent en longueur ou qui servent à rien. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Justement, je viens de parler de l'histoire dans sa globalité du film. Le scénario du film est écrit par Michael Waldron, je crois, qui est le scénariste principal de ce film du coup, et qui est aussi le scénariste principal de la série Loki. Et franchement, pour le coup, ouais, Michael Waldron, franchement, si tu vois cette vidéo, ce qui ne sera absolument pas le cas, si ça te dérange pas d'écrire d'autres projets à l'avenir du MCU, film ou série, franchement fais-le frérot, parce que c'est très très bon ce que tu as fait. Et justement, je tiens à le mentionner encore une fois parce que il est à la création de 2 différents projets, Loki et Doctor Strange 2, qui parlent de multivers. Alors de 2 manières différentes, parce que dans la série Loki, c'est plus une histoire de voyage dans le temps avec la TVA, tout ça. Là, on est sur un espèce de traitement de multivers avec des univers parallèles, des portails, tout ça. Et mine de rien, il a beau traiter la chose de 2 manières différentes, pour moi, dans les 2 cas, c'est très très bien fait. C'est très très bien fait, ça tient debout, c'est cohérent. Et ce qui peut ne pas forcément être le cas à chaque fois quand on parle de multivers, d'univers parallèles, etc. dans les films, dans les séries ou même dans les comics, ça peut vite être incohérent et vite être bancal, ou voilà, ça peut être compliqué à suivre parfois. Et je trouve que justement dans les 2 projets, il s'en sort très très bien scénaristiquement parlant. Alors bien évidemment, si on analyse vraiment en profondeur, on peut trouver si on chipote un petit peu, des défauts de cohérence ou quoi que ce soit. Mais je trouve que dans l'ensemble, il s'en sort plutôt bien. Et franchement, bravo à lui. Justement, en termes d'histoire, encore une fois, et plus particulièrement de ce multivers, pour moi, le traitement du multivers dans ce film est un point positif. J'ai beaucoup aimé, non seulement d'un point de vue esthétique, c'est très très beau visuellement. On a plusieurs dimensions, plusieurs univers qui s'entremêlent. La première séquence du film où on a Doctor Strange et America Chavez qui vont voyager dans différents univers accidentellement parlant, je trouve qu'on a droit à une belle scène magnifique visuellement parlant, qui met en scène justement toute cette richesse autour du multivers. Et en tout cas, il y a de belles idées. Et plus particulièrement justement quand on s'attarde un petit peu plus longuement dans les différents univers qu'on visite, notamment par exemple l'univers 838, je crois, enfin l'univers des Illuminati. On y reste un petit moment justement dans cet univers et ça donne un aspect intéressant visuellement parlant. Et ensuite, plus tard dans le film, on va être dans l'univers, alors qui n'a pas de chiffres pour le coup,
mais qui est l'univers voilà, du Doctor Strange maléfique. Là encore une fois, voilà, ça nous offre des belles séquences visuellement parlant et une autre palette de couleurs. Enfin, ouais, un autre univers visuel qui est intéressant dans le film. Donc pour ma part, le traitement du multivers à ce niveau-là, c'est une réussite. Mais peut-être que j'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé qu'on aille plus loin justement dans cet aspect multivers. Peut-être pour en voir plus, peut-être pour s'attarder un petit peu plus longuement dans différents univers, et peut-être aussi pour voir, par exemple, dans le film, on n'a que 2 versions de Wanda. On a la Wanda principale, qui est la Scarlet Witch, donc la méchante principale, et on a une autre Wanda qui, dans un autre univers, justement, vit sa vie rêvée, vit la vie que la Wanda principale rêve avec ses enfants, etc. Et c'est la Wanda qu'elle utilise pour faire des rêves passerelles. Et ça aurait été intéressant peut-être de voir plusieurs Wanda, justement, dans le film, ou peut-être même de revoir, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais Pietro. Pietro, ça aurait peut-être apporté quelque chose de plus émotionnellement parlant au personnage de Wanda, parce que, ben voilà, de le voir dans un univers au sein d'un univers justement où il y a une Wanda qui vit sa vie tranquillement aussi avec ses enfants, et là, bam, on a Pietro, qui est l'oncle des enfants, qui vient voir ses neveux, qui vient voir sa sœur, et qui passe du bon temps. Peut-être que, émotionnellement parlant, on aurait peut-être eu quelque chose en plus, mais ça, je chipote peut-être un petit peu. Et peut-être que justement on aurait pu aller plus loin, et ça va sans doute être une déception pour beaucoup de personnes justement ça, et j'ai déjà vu un petit peu sur les réseaux, ça râle un petit peu pour ça. Il y avait des fameux caméos qui étaient prévus dans le film, en tout cas plus que ce qu'il y en a, parce que ben, les Illuminati quelque part représentent ces fameux caméos, et pour ma part j'ai adoré, mais on nous avait promis, enfin certaines rumeurs nous promettaient plusieurs caméos, vraiment des caméos en pagaille, de quelques secondes mais en pagaille. Et c'est pas du tout le cas. Et je vois que ça râle beaucoup justement depuis la sortie du film sur ce point de vue-là. C'est quelque chose qui peut être cohérent, oui. Après, je trouve ça dommage justement d'être déçu du film et de cataloguer le film comme mauvais parce qu'on n'a pas eu ces fameux caméos. Et en vrai, si on aurait eu des caméos, admettons on aurait eu des caméos de plusieurs personnages, voilà, de quelques secondes, de quelques secondes, pardon, si on aurait vu justement Hugh Jackman au Wolverine ou même Ghost Rider, le Ghost Rider de Nicolas Cage ou quoi que ce soit, quelques secondes, hein, qu'est-ce que ça aurait apporté au film en termes d'intérêt, si ce n'est de rallumer cette petite nostalgie en nous. Ça aurait servi à rien pour le coup. Donc moi par rapport à ça je suis pas déçu. Je préfère qu'ils aient utilisé cette fameuse notion de caméo comme ils l'ont fait avec les Illuminati, le retour de Patrick Stewart justement en Professeur Xavier, le retour quelque part de Ellie Atwell en Captain Carter, etc. J'ai aimé, j'ai préféré ça qui... Non, en fait c'est du bon fanservice ça. Ça c'est du bon fanservice. Pourquoi? Parce que ça nous fait plaisir, pardon j'ai eu un petit rot. Ça nous fait plaisir nous en tant que fans de super-héros. Parce que on revoit par exemple Patrick Stewart en Professeur Xavier, etc. Mais ça apporte quelque chose en plus à l'histoire et au scénario. Cette scène des Illuminati qui parlent à Strange, qui jugent Strange, elle sert à quelque chose. Elle sert à l'intrigue. Et justement je préfère ça que de simplement avoir eu des caméos à droite et à gauche comme ça. Pour rien, qui n'apporte rien scénaristiquement parlant au film. Et je trouve ça dommage justement de cataloguer le film comme mauvais justement, vu qu'on n'a pas eu ces caméos, et de justement quelque part oublier toutes les bonnes choses qui ont été faites avec ce film. Je trouve ça dommage. J'ai parlé de Elizabeth Olsen qui était une déesse pour moi du film, et elle vole la vedette à tout le monde un petit peu comme Thanos volait la vedette à tous les Avengers d'Infinity War, donc ça pas de problème. Elizabeth Olsen est une déesse, je le répète encore une fois. Mais je vais parler des autres acteurs, quelque part du film. Benedict Cumberbatch en Doctor Strange. Quelle classe. Il a la classe. Doctor Strange, c'est littéralement un des super-héros du MCU qui a le plus de classe au possible. Franchement, j'adore ce personnage, il pue la classe. Et puis Benedict Cumberbatch, il est pour beaucoup aussi. Voilà, je vais pas rester non plus 130 ans sur lui, mais exceptionnel. Exceptionnel. De toute manière, on est habitué. On est habitué. Chaque apparition de Doctor Strange dans le MCU est une masterclass en termes d'interprétation. Benedict Cumberbatch, c'est Doctor Strange, c'est le boss, à tout le temps. Mais non seulement Doctor Strange, mais aussi dans les autres rôles qu'il a pu faire dans sa carrière. Il est excellent cet acteur, et ça se voit encore une fois avec ce film, je l'adore. Mais ensuite, je vais parler de America Chavez. America Chavez qui est pour moi la mention spéciale de ce film, la mention honorable dont je veux parler, parce que j'avais une grosse crainte avec ce personnage. J'avais une grosse crainte
Justement, c'est un personnage qui est introduit dans ce film, donc qui fait partie maintenant de l'univers cinématographique de Marvel. Ça, pas de problème. Et c'est justement un personnage voilà, qui est jeune et qui apporte une certaine fraîcheur au film. Et me concernant, j'avais peur que ce soit la comic relief du film et qu'elle casse un petit peu, de par son humour, ben peut-être le côté plus sombre en termes de ton du film. Et pour le coup, alors il y a de l'humour, elle fait de l'humour dans le film, notamment au début du film. Et d'ailleurs, en termes d'humour, je trouve que l'humour est excellent dans le film. Vraiment, j'ai adoré toutes les blagues, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, elles font mouche la plupart du temps. On n'est pas sur un humour qui est forcé et peut-être même gênant, comme on a pu l'avoir dans Spider-Man No Way Home, où il y a des blagues qui sont pas du tout drôles. Là, pour le coup, on n'a pas énormément de blagues, du moins qu'à l'accoutumée. Et la plupart du temps, elles font mouche, donc j'ai adoré. Et justement, America Chavez, eh ben, elle est pas si dérangeante que ça, et même j'ai adoré ce personnage en fait. J'ai beaucoup aimé ce personnage. En plus, on a une backstory qui est faite avec elle, qui est très touchante. Et quelque part, j'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'elle a entretenue avec Doctor Strange, voilà, dans le film, qui était très touchante aussi. Ça a apporté quelque chose de positif pour moi, et j'ai très hâte justement de voir ce que le personnage va donner dans l'avenir du MCU, qui est sans nul doute un très grand personnage en un devenir pour le futur. La plus grande déception pour moi de ce film-là, et je l'avais déjà mentionné dans ma première critique, c'est la composition musicale de Danny Elfman. Danny Elfman, j'en attendais plus. J'en attendais plus, on avait tous été ultra hypés et ultra contents quand on a su justement que Danny Elfman allait être à la composition du film, en plus qu'il allait retravailler en collaboration avec Sam Raimi. Voilà, ils avaient déjà travaillé ensemble, notamment pour les deux premiers Spider-Man, Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont souvent tendance à assimiler Danny Elfman à la trilogie Spider-Man, alors que c'est pas le cas, il était là seulement pour les deux premiers, qui sont excellents musicalement parlant, ça y a pas de problème. Mais pour le 3, c'était quelqu'un d'autre, ce qui n'enlève rien à la qualité musicale aussi du troisième. Mais justement, pour Danny Elfman, je m'attendais à plus pour ce film, et je suis déçu. Franchement, je suis déçu, elle n'est pas exceptionnelle pour moi, sa BO. Elle est pas de mauvaise non plus, elle est correcte, c'est une composition, comment dire, c'est une composition ouais, qui emmène bien les scènes, et qui sont là pour elle est là pour accompagner les scènes. La plupart du temps, les musiques sont là pour accompagner les scènes dans le film, et il n'y a jamais vraiment des vrais thèmes qui en ressortent comme j'aurais aimé en avoir, quoi. Voilà, j'aurais aimé vraiment ressortir du film avec un thème en tête, que ce soit d'un personnage ou pas, et que ça apporte quelque chose en plus que simplement le fait d'accompagner les séquences. Et voilà, je suis déçu à ce niveau-là. En termes de scènes d'action dans le film, je l'ai déjà répété je crois, mais ah ouais, franchement ça fait kiffer. Les scènes d'action dans ce film sont toutes jouissives. Mention spéciale bien évidemment à la scène où Wanda dégomme tous les Illuminati, franchement tous. Ils étaient très cool 5 minutes avant, hein. Voilà, leur révélation, tout ça, leur scène de discussion avec Strange, le jugement de Strange, tout ça, c'était très cool. Ça apporte beaucoup plus de consistance et de mystère quelque part au film. Donc c'est pour ça que ouais, c'est vraiment un film qui va avoir beaucoup de relectures vraiment très intéressantes, qui vont sans doute apporter de plus en plus de choses à chaque visionnage. Donc j'ai adoré ça. Mais par contre, ouais, la scène où elle affronte à elle toute seule ces Illuminati là, ah oui, quel plaisir, c'est jouissif au possible. Black Bolt, flèche noire, très cool, roi des humains, bien stylé, en plus en costume dans le film. Bon ben voilà, il se fait exploser la tête intérieurement. Red Richards, paix à son âme, que j'ai adoré dans le film, c'est pour moi la grosse surprise du film, c'est là où j'ai été scotché à mon siège, littéralement parlant dans ma première séance. Très cool, pas de problème, mais bon voilà, il finit en ficello juste avant de se faire exploser la tête. Donc voilà, et puis Captain Carter, coupé en deux. Celle qui finit le moins violemment, c'est Captain Marvel, qui se fait juste ensevelie par une statue. Voilà, après, est-ce qu'elle est réellement morte? J'en sais rien. Charles Xavier, brisage de cou, donc voilà, c'était vraiment une scène excellente. Et puis le combat final en lui-même aussi est très cool. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect très horrifique avec ce zombie Strange quelque part qui se sert des damnés du Darkhold comme une cape littéralement, et qui affronte ensuite Wanda lors de ce combat final dans le mont Vandagore, chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça accentue et ça étend davantage, ça c'est ce que je voulais dans le film aussi, ça étend davantage l'univers mystique du MCU, l'univers sorcellerie quelque part, avec ce mont Vandagore, avec le démon Chthon qui est mentionné aussi et qui peut être intéressant pour la suite. Ça j'en dis pas plus, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en conclusion, j'ai énormément apprécié ce film, je pense que vous l'avez très bien compris. Voilà, je vous invite à aller le voir vraiment parce qu'il faut soutenir ce genre de projet. Voilà, bon, je pense qu'il n'aura aucun mal
a très bien marché au box-office, mais j'ai vraiment envie qu'il marche bien parce que justement, précédemment au début de vidéo, je faisais le comparatif entre ce film-là et Eternals qui ont une réelle personnalité grâce à leur réalisatrice, enfin réalisateur et réalisatrice, mais pour le coup Eternals, il s'est fait dégommer la gueule, que ce soit en termes de critique presse aux États-Unis, ils l'ont allumé, et puis aussi au niveau du box-office, il a fait que 400 millions. Voilà, c'est pas exceptionnel, même si on était en période de Covid et tout, c'est vraiment pas exceptionnel. Là, j'espère que pour une fois, avec encore une fois un film qui a une certaine patte, une personnalité et qui est vraiment intéressant à ce niveau-là, j'espère que ce film va vraiment plaire. C'est déjà le cas, je crois, et puis en termes de chiffres, il est sur la bonne voie pour faire de excellents chiffres, peut-être pas autant que No Way Home, mais quand même, je pense qu'il va très bien marcher et j'en suis content. Et j'espère que ça va encourager justement Marvel Studios à aller chercher justement des réalisateurs ou réalisatrices qui ont de réelles idées de mise en scène et une réelle personnalité qui peuvent justement amener davantage de choses à leur film ou à leur série. En tout cas, voilà, en conclusion, je l'ai déjà faite, j'ai adoré ce film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, déjà du film en lui-même, mais de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu justement que je revienne sur une critique 2.0 de manière beaucoup plus nuancée sur un projet. Bon, en l'occurrence, c'était Doctor Strange 2, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le concept. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais terminer cette vidéo par vous dire, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.